après certains aspects, toujours vigilant sur les droits de l'homme, mais c'est un pays qui a connu de vraies difficultés. Avant de juger un gouvernement étranger, mieux vaut bien connaître la situation sur le terrain. Le même jour, à l'Assemblée nationale, la ministre des Affaires étrangères entend proposer à Tunis une assistance au maintien de l'ordre. Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. Il faudra que la répression s'intensifie et fasse des dizaines de morts pour qu'enfin, le 13 janvier, le Premier ministre en appelle à la retenue, mais sans rien condamner. Nous appelons instamment l'ensemble des partis à faire preuve de retenue, à choisir la voie du dialogue. On ne peut pas continuer dans cette utilisation disproportionnée de la violence. Le lendemain, Ben Ali quitte la Tunisie. L'Élysée réagit par un simple communiqué. La France prend acte du départ du président tunisien. La gauche accuse alors le gouvernement d'avoir soutenu sans condition et jusqu'au bout le régime de Tunis. Je considère que la France, dans cette affaire-là, la France officielle, la France de Sarkozy, a eu un comportement absolument indigne de A à Z. Franchement, j'ai eu honte de notre diplomatie, j'ai eu honte du président de la République. Du bout des lèvres, le ministre de la Défense commence alors un mea culpa. Ceci nous a conduit, et pas simplement les Français, à sous-estimer l'exaspération du peuple tunisien face à un régime policier et à une répression sévère. Pour l'opposition, le gouvernement est passé totalement au travers de la crise tunisienne. Michel Alliot-Marie doit partir. Je dis simplement que Mme Alliot-Marie devrait elle-même tirer les conséquences d'une faute aussi grave. D'une faute aussi grave qui nous fait perdre de la crédibilité, pas seulement en Tunisie. Par la bouche du Premier ministre, la France propose désormais son aide pour organiser les prochaines élections. Voilà, merci d'être avec nous pour parler, j'allais dire, de l'onde de choc aussi de la Tunisie, et encore une fois, de la diplomatie française, de son influence aujourd'hui, et de cette espèce de perpétuelle contradiction, opposition qu'il y a entre un souci de défense des droits de l'homme et une complaisance, disent certains et beaucoup d'observateurs, à l'égard d'un certain nombre de dictatures jusqu'au bout. Est-ce que c'est le cas, Dominique de Villepin? François Fillon disait l'autre jour à l'Assemblée que finalement l'histoire avance plus vite que la diplomatie. La formule est intéressante parce que je pense que justement c'est bien la responsabilité de la diplomatie que de façonner l'histoire. Si la diplomatie n'est pas aux avant-postes, si elle n'a pas pour vocation d'ouvrir des chemins, alors elle ne joue pas son rôle. Et c'est bien là l'opposition que l'on peut faire entre une diplomatie de position, c'est un des aspects du travail diplomatique, faire des communiqués. Alors régulièrement la diplomatie déplore, elle regrette, elle souligne, elle espère, mais c'est une toute petite partie de la diplomatie. La diplomatie, elle a aussi pour mission que d'ouvrir des chemins, comme je le disais, et donc de rendre possible, de permettre à un certain nombre de potentialités d'advenir. Elle l'a vu passer, elle n'a pas compris qu'il y avait l'histoire qui se déroulait, qu'il se passait quelque chose d'extrêmement intéressant et important en Tunisie. Je pense qu'elle a été en partie tétanisée. Elle a manqué d'outils, de leviers, elle a manqué d'appui. Et c'est là où l'on voit à quel point il faut préparer ce type d'échéance, avoir des contacts, des interlocuteurs, bâtir des éléments alternatifs. Tout ceci se prépare et en l'occurrence cela a manqué à l'évidence. Mais je crois qu'il serait injuste de faire le seul procès du gouvernement actuel. C'est une politique qui a duré pendant des décennies et qui... Vous regrettez quand même, vous avez été aux côtés de Chirac, on a entendu j'ai regretté la complaisance, les choses se sont accentuées avec les années, et l'aspect policier et répressif du régime tunisien n'a fait que s'accroître. L'accaparement par un clan, une famille sur les richesses de la Tunisie s'est accru avec le temps, mais ce qui est vrai, c'est que la vision, la priorité donnée à la stabilité, la peur de l'islamisme, la comparaison avec un certain nombre de situations autres au Moyen-Orient, le mauvais exemple donné par les Américains qui ont cherché à imposer la démocratie par la force en Irak, tout cela a retardé une prise de conscience et ça doit nous conduire à en tirer toutes les leçons aujourd'hui. La peur de l'islam, effectivement, qu'on évoque toujours, justifiait cette complaisance à l'égard de Ben Ali ou... Complaisance, moi je conteste ça. Ouais. Je pense d'ailleurs qu'il faut... Et là... Non, enfin, d'une façon générale, c'est pas ça l'explication. L'explication, c'est que après la révolution islamique en 79, quand le président Carter se réjouissait de la chute du Shah d'Iran qui allait conduire à la démocratie en Iran,
Nous vivons depuis lors dans l'idée que la révolution, la démocratie peut amener un islamisme cruel et sans retour au pouvoir. Donc, vous savez que ça a tétanisé l'ensemble des responsables arabes d'abord, parce que c'est pas chez nous. Peut-être rappeler une chose toute simple, c'est que ce sont des pays indépendants depuis longtemps, la Tunisie depuis 1956. Et derrière les polémiques franco-françaises, exagérées, disproportionnées, hors sujet et largement vaines, en réalité, puisque aucun pays, aucun parti, aucune puissance, aucune personnalité n'a vu venir les événements, à commencer par les opposants tunisiens. On est absolument sidéré de ce qui s'est passé, de la vitesse à laquelle Ben Ali est parti, parce que le chef d'état-major de l'armée de terre a refusé la répression. Donc, se focaliser dans une sorte de débat franco-français, même si d'énormes bêtises ont été dites, c'est pas le sujet, en fait. C'est pas le sujet. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre si cette crainte depuis 1979 d'un islamisme terrible est maintenant dépassée, mais même si c'est le cas, c'est pas nous qui allons décider. À la place des Tunisiens, par exemple, d'accepter des partis islamistes qui auraient accepté la Constitution et la République. C'est pas à nous de le faire. On peut regretter, espérer, applaudir, encourager, être présent, etc. Mais c'est pas nous qui décidons. Et on devrait d'ailleurs se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'utile, nous Français, nous Européens, etc., pour que ce processus de transformation démocratique aboutisse sans capoter en route. Parce qu'on ne peut pas juger maintenant, on ne sait pas comment ça va tourner. Et selon la façon dont ça donne dans 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, ça aura un impact énorme sur le monde arabo-musulman, dans un sens ou dans l'autre. On ne le connaît pas encore. Donc je pense qu'on ferait mieux de travailler là-dessus. Alors, on va en reparler. On notera tout à l'heure effectivement un des nouveaux membres du gouvernement tunisien jeune, monsieur Zawi. Quand même, Alain Duhamel, vous avez été assez sévère. Est-ce que tout cet épisode et les interrogations, parce que Hubert Védrine dit c'est un peu vain, c'est polémique, c'est vrai qu'on est toujours dans un petit bocal français à touiller notre petite Un grand bocal français. Mais en même temps, est-ce que c'est pas assez révélateur, enfin ce n'est pas révélateur du malaise, de l'impossibilité pour la France de définir une position à l'égard, je dis quoi, des pays qui sont d'ancien empire? On ne sait pas où on va et comment on se situe. Bon, je pense qu'il y a des handicaps français spécifiques. C'est vrai que quand on a été un empire, on a avec les pays qui ont relevé de cet empire d'une manière ou d'une autre à un moment des relations qui peuvent être plus compliquées qu'un pays tiers, c'est très possible. Bon, et c'est vrai qu'en plus la France, avec sa contradiction entre sa volonté d'être porteuse de valeurs universelles et en même temps d'être une puissance nostalgique, mais qui tient quand même encore à son statut de puissance, dans tout ça il y a évidemment des contradictions. Mais moi ce que je veux dire, c'est que dans cette phase, du point de vue franco-français, ce qui m'a frappé, c'est 2 choses. Un, c'est l'inutilité absolue du gouvernement, qui n'a strictement servi à rien à aucun moment, qui n'a ni rien vu venir. Alors on dit personne n'a rien vu venir, c'est vrai, parce qu'il y a un pays qui aurait pu voir venir un tout petit peu plus que les autres, c'est lui, ni surtout eu quoi que ce soit à dire d'intéressant pendant cette période. À aucun moment. Et quand il y a eu 2 ou 3 mots, en général ils ont été maladroits, mais quand ils n'ont pas été maladroits, ils ont été tardifs. Et puis en face, il y a eu une série de postures parfaitement hypocrites. Parce qu'on a entendu des cris d'orfraie en disant mais c'est horrible, la France, vous nous déconsidérez, vous n'avez rien compris à cette révolution exemplaire que personne n'avait vu venir, etc. Mais la vérité c'est aucun des présidents qui se sont succédés à la tête de la France n'a eu vis-à-vis du régime de Ben Ali une position foncièrement différente. C'est vrai que le régime a évolué. Depuis ce qu'évoquait à la fois Hubert Védrine et effectivement Dominique de Villepin, c'est l'islam, c'est la révolution iranienne. Mais justement, il y a eu 3 présidents qui se sont succédés. Bon, il n'y en a aucun qui a fait semblant d'être un anti-Ben Ali. Ils se sont dit que Ben Ali était un moindre mal. Bon, et c'est vrai que ce genre de position, c'est pas extraordinairement... C'est très vrai au début, d'ailleurs. Au début, ça a été vrai, mais d'ailleurs, je suis d'accord, dans la première phase de Ben Ali, d'abord c'était une réaction contre la fin de Bourguiba qui était une catastrophe, contrairement à son propre début, et puis ensuite ça s'est progressivement dégradé, et sur le plan des libertés, et sur le plan de la corruption. Mais je veux dire, on a eu une diplomatie immobile, on a été des observateurs, alors que tout le monde savait, je veux dire, les hommes d'affaires français qui travaillent en Tunisie, ils sont nombreux, il y a beaucoup de grandes enseignes en France, ils savaient très bien que c'était complètement corrompu et qu'il fallait partager avec une partie de la famille à chaque fois qu'ils voulaient faire un investissement. Et les militaires français qui étaient sur place, eux, avaient vu ce qui allait se passer. D'ailleurs, ils l'ont dit. Mais comme c'était les militaires, on les a pas crus. Qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait renverser Ben Ali. Je ne dis pas ça. Vous dites quoi, non? D'abord, je vous ferai remarquer que c'est plutôt au gouvernement de dire les choses. Alors, à des gens extrêmement intelligents et compétents comme vous. Je pense que quand même, on peut dire que, si je peux m'exprimer, Renaud Girard. on peut dire que quand même, la position de la France,
a été un peu cafouilleuse. C'est tout à votre honneur d'ailleurs de vouloir défendre la République. Vous n'êtes pas au gouvernement, c'est tout à votre honneur, c'est courageux et c'est moralement très bien. Enfin, j'ai vu que la France, j'étais loin, j'étais en Côte d'Ivoire, mais j'ai vu qu'à une semaine de séparation, la France s'exprime deux fois. Elle dit premièrement qu'elle propose l'aide de la police française pour maintenir l'ordre, et une semaine après, M. Fillon propose d'organiser les élections. Bon, voilà, c'est un peu cafouilleux. J'ai dit des bêtises énormes, des vues gigantesques, c'est bon, très bien, mais c'est pas le sujet. Effectivement, avec le raisonnement d'Hubert Védrine qui est cohérent, si on dit toujours oui mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, etc., on risque de regarder intelligemment ce qui se passe sans bouger un centimètre. Une dérive mafieuse qui n'a pas été. On va pas revenir sur le passé, je préfère qu'on parle de l'avenir. Avoir des idées sur ce qu'il faut faire dans d'autres cas, ou alors après. Oui. Ou alors on revient à la politique. Est-ce que vous niez, la question à laquelle Dominique de Villepin, c'est l'époque Bush néoconservateur, où il considérait qu'il fallait intervenir dans le monde arabe, y compris des arguments complètement mensongers. Pour leur donner par la force nos valeurs démocratiques. Pour imposer la démocratie qui serait contagieuse. C'est un courant de pensée, ça, donc c'est pour ça que j'ai demandé si vous releviez ce courant. Pour essayer d'apprécier les marges de manœuvre et ce qui peut être fait. Il est important de noter, parce que c'est une des grandes clés d'explication de la puissance des chancelleries occidentales, il est important de noter que nous sommes devant des situations que nous n'avons pas connues dans le passé. La diplomatie, elle se nourrit d'exemples. Or, l'idée d'une révolution démocratique populaire dans le monde arabe, c'est une nouveauté. Et nous sommes instruits d'un certain nombre de précédents qui nous font réfléchir. Le processus de démocratisation qui s'était engagé en Algérie et qui a conduit à un fort regain de l'islamisme, l'évolution de la révolution iranienne qui elle-même s'est traduite par un risque majeur au sein du Moyen-Orient. Donc nous sommes là devant une donnée nouvelle, alors même que tout le monde pensait, et en grande partie un certain nombre d'experts, que c'était impensable. L'idée de différentialisme, l'idée que la culture du monde arabe, l'idée que cette civilisation si particulière n'était pas susceptible d'enfanter la démocratie. Là, nous avons un espoir qui naît, et nous devons donc le conforter. Moi, ce qui me surprend, c'est la très grande lenteur de la communauté internationale à se mobiliser pour proposer, non pas de se substituer au peuple tunisien qui fait très bien ce qu'il a à faire, mais pour accompagner, pour offrir des leviers. Et c'est sans doute là que nous avons une des grandes clés de la diplomatie. Ce que nous aurions pu faire avant, c'est d'identifier des leviers qui nous permettent d'agir plus efficacement. Un exemple, les relations d'État à État, la France reconnaît des États, ne reconnaît pas des régimes, des gouvernements. Or, nous aurions pu développer... Oui, mais c'est la clé de la pratique diplomatique française. Or, nous aurions pu... Nous aurions pu... révolutionnaire. Nous aurions pu nouer des relations plus diverses et plus en profondeur avec la société tunisienne. Or, ce tête-à-tête dans lequel nous nous enfermons avec des dirigeants, quand ils sont bons, c'est très bien, quand ils sont mauvais, c'est plus dangereux, fait que nous sommes coupés d'une partie des réalités, et c'est en cela que la France-Afrique, au sens large, notre relation avec les pays africains, ne prend pas en compte la jeunesse de ces pays, ne prend pas en compte la montée des intellectuels, ne prend pas en compte la diversité sociale. Donc nous avons à faire un travail pour avoir des racines beaucoup plus fortes, et donc des points d'appui beaucoup plus forts vis-à-vis de ces communautés, de ces sociétés. Avec cette idée je suis tout à fait d'accord avec on est enfermé dans un tête-à-tête, ce qu'on ne comprend pas très bien d'ailleurs. C'est pas nous, il ne faut pas être obsédé par des trucs franco-français tout le temps. Globalement. N'importe quelle diplomatie occidentale est comme ça. Diplomatie en général. On peut essayer d'en sortir. Par exemple, ça serait bien que les ambassades de France reçoivent instruction partout à partir de maintenant d'être en contact systématiquement avec toutes les forces politiques, même si ça déplaît affreusement au régime en place. Ça a été fait plus souvent qu'on ne le dit, mais pas complètement, souvent de façon trop discrète, et avec beaucoup de gêne et de crainte. On peut systématiser ça. Après, il faut se demander... Avec Hubert Védrine, il faut le reconnaître, des risques majeurs. Nous avons vu assez souvent des ambassadeurs renvoyés à la demande des chefs d'État de leur pays parce que ces ambassadeurs avaient des contacts avec les oppositions et déplaisaient. Mais ça, le gouvernement de gauche et de droite l'ont fait. Hein. Oui, c'est pour ça que ce sont des exercices extrêmement difficiles, il faut le dire, d'application difficile. On peut profiter de ce moment pour aller plus loin. Mais je voudrais redire une chose, parce que derrière les polémiques, auxquelles je ne reviens pas, il y a l'idée que quelque part c'est nous qui continuons à gérer le Maghreb et que si Ben Ali